bonjour à tous. Voilà, c'est parti pour le second meet-up que que je voulais présenter sur le Connecti. Donc, je retrouve quelques personnes qui étaient là sur la première. Donc, pour ceux qui me découvrent, je suis Jean-Baptiste Arouet, je suis à Nantes, à Exti à Nantes. Donc, du coup, je suis un administrateur système et réseau qui travaille principalement sur de la virtualisation, sur de la sauvegarde, ainsi que sur de l'Active Directory. Et depuis peu, je suis aussi dans la Green Tech, en tant dans la Comet, en tant que Comet Leader. Mais pour du coup l'écotique, mais écotique ou Green IT pour ceux qui ne connaissaient pas le terme, et dans lequel du coup je fais quelques meet-up là-dessus. Le premier meet-up était du coup une présentation de ce que c'était que l'écotique et le Green IT pour les informaticiens administrateurs système et réseau. Donc tout ce qui est partie infrastructure, la gestion du matériel et l'architecture qu'on y place. Et donc du coup j'avais fait une présentation rapide. Je vais rapidement résumer ce que c'était, quelle information on avait gardée et quelle information je vais réutiliser pour ce meet-up là qui va être une présentation de ce qu'est l'économie et l'écologie donc du coup dans notre domaine. Alors du coup, économie et écologie, le monde de l'infrastructure informatique. Je fais une petite précision encore une fois là-dessus. On va pas parler pour tout ce qui est développeur, etc. On va surtout se focaliser sur le monde de l'administration système et réseau. Donc, un petit rappel rapide du dernier meet-up que j'avais fait, sur lequel je vais beaucoup insister encore une fois aujourd'hui dans celui-ci, c'est le cycle de vie, qui reste une base. Le cycle de vie, qu'est-ce que c'est? C'est une analyse précise de la fabrication, l'utilisation, jusqu'à la destruction d'un matériel pour pouvoir en fait quantifier quel est l'impact qu'il a sur l'environnement. Donc, le cycle de vie pour un matériel, j'en ai fait, vous avez une petite fresque, très rapide. Ça nous permet de faire du coup une quantification des ressources et du coût énergétique qu'on y met pour l'avoir. Avec cela, on peut savoir justement sur quelle zone on a le plus d'impact sur l'environnement et ensuite on peut adapter ça pour émettre des nouvelles méthodes pour diminuer cet impact. À charge de ça aussi maintenant, c'est que ça sert très souvent à faire des bilans carbone. Alors, le bilan carbone, c'est une invention qui a été faite par le créateur de Carbon 4, du nom de Jean-Marc Jancovici, qui, du coup, nous permet de savoir quel est l'impact à une entreprise sur l'environnement. Et ensuite, quel est le but, quelles sont les manières à développer pour diminuer cet impact. Et donc, aujourd'hui, on va s'intéresser précisément à ce que c'est que l'économie, plus exactement, quels sont les marchés, etc., qui sont dans l'infrastructure. Donc, on va avoir du coup pour la majorité des concepteurs hardware, software, donc qui vont nous servir, qui vont eux avoir un commerce basé sur l'architecture de l'infrastructure. Donc, ils vont vendre le matériel qui va avec, les systèmes d'exploitation qui vont avec. Je prends par exemple VMware qui fournit son propre OS et qui, avant ça, ne faisait pas de produits, mais maintenant qu'ils ont été rachetés par Broadcom, ils sont aussi fournisseurs de matériel de pièces informatiques. Ce sont aussi généralement des chercheurs qui sont derrière, qui sont dans ces entreprises et qui du coup font passer des brevets, donc des brevets technologiques qu'ils mettent ensuite pour rapporter. Donc quand ils découvrent des technologies, ils en font le commerce pour que d'autres sociétés les exploitent ou non. Je peux prendre par exemple Samsung, qui est notamment le détenteur du brevet de la vitre smartphone qui est incurvée. C'est eux les détenteurs, ce qui fait que lorsque Apple voulait faire voulait avoir une vitre justement elle aussi incurvée, il devait payer des droits de brevet à Samsung. Donc avec cela, on a aussi souvent des revendeurs, des personnes qui sont
Après ça, donc généralement, on va avoir des gens qui font de la vente de matériel informatique, par exemple LDLC, tout bêtement LDLC, Top Achat, etc., qui sont juste des revendeurs de pièces ou des revendeurs de PC. On va avoir aussi des sociétés de prestations. Alors, quand je dis société de prestations, on va parler plutôt des ESN qui vont apporter du matériel, faire l'installation du matériel dans une entreprise et gérer du support, etc. Nous, on est encore un petit peu à part en tant qu'avec Extia, puisqu'on est des prestataires d'exploitation. C'est une autre phase du commerce, mais c'est pour plus tard. Et derrière tout ça, on va aussi avoir tout ce qui va être l'après-vente pour toutes ces entreprises. Donc, qu'est-ce que j'appelle l'après-vente? Ça va être les services de garantie, les services de support, les appels. Donc, c'est ce qui nous permet d'appeler un constructeur, de dire voilà, nous avons un problème avec telle pièce parce qu'elle est défaillante, elle est encore sous garantie, veuillez nous la changer, etc. Donc, tout ça, c'est du commerce, des contrats, etc. Qui sont basés là-dessus. Du support aussi, parce que pour beaucoup, comme par exemple Red Hat, ils ont l'OS Red Hat, tout simplement, et ils ne le commercialisent pas, mais ils commercialisent leur support. Donc en gros, quand vous avez des difficultés avec l'OS Red Hat, vous pouvez appeler Red Hat, si vous avez un contrat avec eux, pour qu'ils viennent vous dépanner. Donc voilà, ça fait partie de l'économie en informatique, notamment des administrateurs système et réseau, qui sont souvent amenés à appeler ce genre de personnes ou élaborer des contrats ou encore des partenariats. Typiquement, je pourrais citer HP, qui font des partenariats avec beaucoup de collaborateurs, qu'on dit Premium, Gold, etc., qui offrent des avantages contre une forte rémunération ou une forte coût de pub. Mais la partie moins jolie, on va dire, ça va être écologiquement. Tous ces aspects de l'économie, aujourd'hui, ont un coût. Un coût, non pas environnemental, mais surtout un coût économique. Pour une entreprise, aujourd'hui, il est plus facile de détruire du matériel, de l'abandonner carrément, que de le recycler. En termes d'argent, faire un transport de transport vers la destruction ou le recyclage, enfin vers l'autodestruction, coûte moins cher que de faire vers le recyclage pour récupérer tout ce que peuvent contenir un matériel électronique. On sait tous que dans les téléphones, par exemple, il y a du cuivre, de l'or, ou même pour certains, des matériaux un peu plus spéciaux et un peu plus rares. Mais ça reste c'est toujours moins rentable aujourd'hui de éliminer et faire tous les processus que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire extraire le minerai, le déplacer, le transformer, le redéplacer, l'assembler, le transporter à nouveau un produit et ensuite aller l'exploiter, que d'aller le recycler. C'est là le principal problème que je souhaite vous communiquer par ce module. C'est que lorsque l'on fait appel à tous ces services, en fait, on engrange tout de suite tout un processus qui a un fort coût écologique en termes d'émissions de carbone. Un exemple que je pourrais citer, lorsque vous voulez changer de téléphone, tout simplement, quasiment la totalité des téléphones, notamment pour la marque Samsung, on considère qu'un téléphone fait 4 fois le tour du monde avant de vous arriver entre les mains. Mais pour cela, pour beaucoup, notamment pour Samsung, c'est pas rentable de les réparer. C'est pas rentable d'apporter la pièce qui manque pour le réparer. Ça va être plus intéressant pour eux de vous le remplacer directement. Donc du coup, forcément, écologiquement parlant, on n'est pas bon du tout. Pour ceux qui veulent savoir combien y a-t-il de sociétés, du moins répertoriées, qui font ce processus-là? Il y en a beaucoup, énormément. Et la page Wikipédia, du coup, liste de constructeurs informatiques, les énumère, quasiment tous. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'ils les ont mis dans des catégories. Donc, on a ceux qui vont faire des serveurs, cartes mères, etc., processeurs ou cartes graphiques. Ceux qui vont être des constructeurs audio. Ceux qui vont être des constructeurs spécialisés dans, dans les condensateurs, etc. Je vous encourage à aller regarder parce que c'est
C'est assez vertigineux le nombre de sociétés qu'il y a dedans. Maintenant, à savoir, c'est maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Principalement, ça sera détaillé dans un prochain module, notamment sur le module de l'architecture. Mais on peut prendre quand même un petit temps pour échanger 2-3 petites choses là-dessus, avant que je vous présente le prochain module. Il y a une petite chose à faire déjà, c'est analyse des besoins avant achat. Lorsqu'on souhaite construire une infrastructure, beaucoup de confrères informaticiens se heurtent à cette chose-là, c'est il faut que ça réponde à quoi? Mon entreprise, elle a besoin de quelle puissance pour gérer ses affaires? Est-ce qu'elle a besoin, par exemple, que je déploie 4 serveurs, 4 Hyper-V pour Hyper-V, ESX, comme vous voulez, hein, en termes de marque, mais pour répondre à des besoins qu'elle a, qui est principalement d'échanger des mails et de vendre du service de prestation. Est-ce qu'il y a un intérêt? Oui, non, c'est à débattre, à évoluer et à examiner. On va avoir besoin, par exemple, de faire une économie de ressources. On optimise son architecture. C'est pas parce qu'on a construit une architecture d'une telle façon au départ qu'on ne peut pas voir à l'améliorer. Si par exemple, notre agence à Extia, par exemple, est à Nantes, on a des agences, on sait que Extia a aussi une maison mère à Paris, et elle a une agence qui se trouve en Espagne. Notre but, ce serait que tout le monde communique. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, d'avoir plusieurs, là je vais parler un peu technique, mais on a besoin de plusieurs tunnels VPN pour pouvoir communiquer avec la maison mère? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre moyen pour éviter cela? Ou alors, justement, on a des bases de données qui sont à Nantes, à Paris ou à Madrid. Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de tous les regrouper à un endroit, par exemple? Avec cela aussi, ce qui vient généralement, c'est l'anticipation d'évolution, c'est-à-dire que les évolutions d'une entreprise peuvent varier en fonction du domaine où elle se trouve, mais c'est plutôt bien de savoir comment elle va évoluer. Est-ce qu'il faut compter 200 participants supplémentaires d'ici un an, 200 collaborateurs supplémentaires d'ici un an? Quel est le coût que ça va mettre? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de racheter trop de PC ou ce genre de choses? Peut-être on a besoin d'une nouvelle solution. Voilà, ce sont des questions à se poser et à bien réfléchir avant d'acheter le matériel, avant de le mettre en place et à continuer d'optimiser lorsqu'il y est. Analyse des besoins logiciels. Là, je parle par exemple notamment pour la suite Office. Beaucoup de gens prennent la suite Office en niveau E5. Donc pour ceux qui veulent savoir, le niveau 5, c'est un des niveaux les plus hauts chez Microsoft 365 pour la suite Office. Donc vous avez accès à tout, le planner, Word, Excel, etc., avec tous les trucs qui vont derrière, jusqu'à du Power BI et autres. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses. Est-ce que c'est nécessaire de le prendre ou est-ce qu'on préférera juste prendre la version la plus petite, juste pour avoir accès à Word, Excel, PowerPoint, ou même voir juste à acquérir qu'un seul des logiciels? Il me semble que c'est encore possible. Il faudra que je vérifie cette information, mais au moins juste les 3 logiciels. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de débourser des sommes colossales qui va entraîner des téléchargements à outrance, notamment beaucoup de mises à jour, notamment des patchs, énormément de patchs sécurité en ce moment dessus. Voilà, c'est aussi à prendre en compte. Voir aussi pour une conception au niveau d'un parc informatique. Donc, ce qu'on appelle le parc informatique, ça va être, normalement, c'est toute l'infrastructure, mais surtout les PC que utilisent les collaborateurs, qui ne sont pas informaticiens. Et les PC, est-ce qu'on peut voir à utiliser des PC éco-recyclés? Parce qu'aujourd'hui, en termes de puissance, les PC sont vraiment très forts, sont déjà outrepassent en termes de puissance les demandes qu'on leur fait vraiment. Est-ce que vraiment on a besoin qu'un commercial qui bouge tout le temps doit avoir un PC gamer dans son sac? Je suis pas sûr que c'est très utile. On va peut-être privilégier un PC qui va être de moindre puissance, mais comme il a besoin que d'accéder aux mails et un fichier PDF, généralement, de présentation, un Word pour des contrats, voilà. Est-ce qu'on ne peut pas avoir à restreindre ça?
et si on peut, à racheter un PC qui a déjà servi, mais qui peut encore servir s'il est bien utilisé. Et en dernier point, bah forcément ça va avec, on répare avant de jeter. On essaie de voir si on peut pas conserver des pièces que l'on a sur d'autres PC, d'autres serveurs qui peuvent nous être utiles. Alors ça, je sais que c'est déjà quelque chose qui est très répandu partout. Je sais direct, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'aime bien le rappeler parce que c'est toujours plus sympathique quand même de redémonter, changer les pièces, ne pas avoir à rappeler X ou Y personnes dans différentes fabrications pour avoir quelques pièces. Et ça fait gagner un temps fou, notamment quand on conserve tout bien et qu'on fait un bel inventaire qui va avec. À cela, du coup, je me permets de dire que je vais terminer là-dessus sur le fait que moi, j'ai découvert une société client où je suis à l'heure actuelle qui s'appelle Itancia, qui utilise justement ce procédé de PC éco-recyclé. Je mis entre parenthèses surtout les PC fixes parce que ce qui marche le plus, c'est surtout ça. C'est les PC fixes qui sont réparés, rebricolés, etc. Si vous décidez de le faire pour des PC portables, je vous dis tout de suite, faites attention à ce qu'on appelle à la batterie, qui a des tendances à gonfler. Ces derniers temps, les batteries sont quasiment toutes au lithium et ont un défaut de fabrication à partir d'un certain temps, c'est de 5 à 5, 6, 7 ans, les batteries commencent à gonfler. Voilà. C'est là où je veux en venir avec cette information, c'est que le PC éco-recyclé, c'est la meilleure chose à faire pour l'environnement, mais ne pas prendre non plus le risque que qu'il peut y avoir en ayant des dégâts par une conception de batterie qui est mauvaise en fait. À la suite de ça, du coup, ce que je vous propose, c'est que je vous retrouverai sur un prochain module que j'aurai mis, que je travaillerai dessus, je sais pas quand, parce que j'ai plus malheureusement pas beaucoup de temps en ce moment. Mais j'aimerais vous présenter du coup le prochain module qui sera l'architecture, conception écotique d'une infrastructure, qui rentrera dans le vif du sujet justement de la conception tout simplement d'une infrastructure pour une société, afin d'éviter de surexploiter des milliers de serveurs ou même de se poser la question, est-ce qu'un data center c'est mieux que d'avoir des serveurs on-premise? Je souhaiterais vous faire part de toutes les architectures possibles que l'on puisse mettre en place et qui permettent aussi justement d'économiser des ressources. Dans ce module-là, je vous recommanderais d'ailleurs quelques logiciels libres de droit, bien évidemment, open source, qui vous permettront justement de au moins mesurer l'impact que vous avez, avoir un équivalent CO2 pour mesurer votre consommation et votre impact que vous avez sur l'environnement. Et je vous remercie du temps que vous m'avez consacré. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent me poser des questions? Il y a des alternatives aux batteries lithium. Alors, les batteries lithium, c'est un peu particulier. Malheureusement, je ne m'y connais pas grand-chose sur le recyclage des batteries au lithium. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, non, il n'y a pas d'alternative à la batterie au lithium pour les PC portables en attendant, parce que c'est la plus rentable en fait. C'est celle qui te permettra de durer plus longtemps et plus longtemps dans les années. Question de Cédric, du coup, qui nous dit si on a une utilisation assez poussée d'Excel, avec beaucoup de formules, donc notamment beaucoup de formules, beaucoup de macros, etc. Est-ce qu'un PC éco-recyclé peut suffire en termes de performance ou cela montre-t-il quand même certaines limites? Alors, il faut savoir que la performance d'un PC éco-recyclé, ça dépend uniquement de ce que tu lui as mis dedans et s'il avait dedans de base. Quand tu as un PC éco-recyclé qui est en i7 7e génération, je t'assure que ton Excel tournera très bien sans aucun souci. Donc, encore une fois, ça va dépendre surtout de ce que tu vas acheter en éco-recyclé. Mais un PC éco-recyclé peut tout à fait faire l'affaire. Nous, on en a justement avec des formules Excel, des PC Excel, des fichiers Excel extrêmement poussés au sein de l'entreprise. Ça tourne plutôt bien et les gens ont plus des i5 8e génération avec ce qu'il faut en termes de RAM, généralement 8, et par exemple l'avènement du NVMe, qui est une technologie
pour le stockage, vraiment rend l'exploitation vraiment très, très facile. Et donc, du coup, le recyclage aussi. Écoute, merci beaucoup Jean-Baptiste pour ta présentation. Ouais. Ah Alors, il non, y a Emmanuel qui Emmanuel, repose une question, qui me dit, super. tu parlais des analyses de cycle de vie des appareils. Les analyses des cycles de vie des appareils, as-tu déjà essayé d'en réaliser une? Malheureusement, je vais dire oui, parce que là où ça bloque, donc au moment où tu essaies de réaliser une analyse de cycle de vie, donc déjà, j'ai pas une grande légitimité pour demander à quelqu'un, enfin, à un fabricant de me dire, voilà, c'est quoi votre circuit exactement au sein de votre entreprise pour dire vos minerais, vous allez les chercher où, etc. Lorsque tu essayes, en fait, tu vas être confronté à ça. Si tu n'es pas une entreprise vraiment qui est dédiée à l'analyse de cycle de vie, généralement, les constructeurs te disent non, tu n'as pas à avoir assez de données. Tu ne peux avoir que des équivalents. Et à partir de là, tu fais le scénario, on dit le scénario catastrophe, qui est, comme ils ne répondent pas, tu es obligé de prendre la mesure la plus triste possible. Je peux prendre par exemple, quand on va tous sur Internet, on sait tous, par exemple, que Wikipédia est... Enfin, on sait tous, non, on ne sait pas tous. Mais pour vous informer, Wikipédia est, par exemple, le site qui a le moins de consommation énergétique pour fonctionner, que ce soit par des utilisateurs ou même l'entreprise qui le gère, l'association qui le gère. Mais par exemple, Twitch, qui fait partie de Amazon, eh ben, c'est pas le cas. On sait pas du tout où sont toutes les données, et donc du coup, on doit prendre le cas le plus horrible possible, c'est-à-dire que tout est basé dans un data center en Allemagne qui est alimenté par une usine à charbon. Donc du coup, là, l'aspect écologique, il est désastreux. Mais c'est un scénario catastrophe dans le sens si les données sont là-bas. Voilà. Donc c'est pareil pour les appareils. En fait, on estime, il faut faire une estimation. Moi, j'en parle pas aujourd'hui parce que je n'ai pas des études complètes, j'ai pas des analyses de cycle de vie complètes. Ça va peut-être changer avec le temps, mais pour le moment, j'en ai pas. Donc je préfère pas en montrer ni quoi que ce soit. Et du coup, oui, j'ai essayé d'en réaliser et non, ça s'est mal fini. Donc j'ai pas concrète. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.